Dernière étape de ce périple en Haute-Garonne, aux confins du pays toulousain, à la frontière de l'Espagne, le Comminges et sa mosaïque de paysages. Et s'il en est une qui aime arpenter cette région avec son appareil photo en bandoulière, c'est Sabrina. Journaliste pour la Gazette du Comminges, elle nourrit une passion et une curiosité sans bornes pour les hommes et les femmes de sa région d'adoption, mais aussi pour les édifices qui lui donnent tout son éclat. La basilique Saint-Just de Valcabrère sera justement à l'honneur dans le prochain numéro de la Gazette. Au pied de ce petit bijou d'art roman, Sabrina prend les clichés de son futur article. La richesse patrimoniale du Comminges est envoûtante. Laissez-vous guider par Sabrina et Laurence Soncourt, son ami guide, vers l'incontournable village de Saint-Bertrand et son imposante cathédrale Sainte-Marie, campée sur un promontoire rocheux. C'est un village perché, il y a la ville haute et la ville basse. Oui, alors ici on est vraiment dans la ville haute qui a été développée grâce à la cathédrale Sainte-Marie qui est juste à côté. C'est un certain Bertrand de Lille qui, lors de son ordination en 1083, décide de faire construire cette cathédrale qui s'impose telle une vigie sur les Pyrénées. Mais l'évêque n'aura jamais le loisir de découvrir ce chef-d'œuvre romano-gothique qui nécessitera plusieurs siècles de travaux. Et quand on pousse sa lourde porte, on comprend mieux pourquoi. J'adore ces portes qui grincent. Oui, t'as vu, ça donne un charme vraiment particulier à l'ensemble. Oui, il y a beaucoup de bois en réalité dans cette cathédrale. C'est ça, c'est vraiment une église de bois dans une église de pierre, comme tu peux le constater. 2 églises alors. C'est ça. Donc ici c'était le domaine réservé des profanes, des pèlerins, et juste là c'était pour le réservé plutôt aux chanoines, aux religieux. Exactement. Comme tu peux le voir, on a ce chœur de bois ici, ce chœur de Stahl, date du XVIe siècle, mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit qui est destiné aux chanoines pour qu'ils puissent suivre véritablement la messe tranquillement, sans être dérangés par ce flux constant de pèlerins. Donc c'est l'antre de Saint-Bertrand de Comminges, le chœur de Stahl de style Renaissance, c'est bien ça. Oui, Renaissance. Et tu vois, il est très très particulier ce chœur de Stahl. Il y a beaucoup de détails, c'est très minutieux et ça a été fait en un temps assez record, en 10 ans seulement. C'est ça, en 10 ans. Ça prouve vraiment la richesse de cet évêché à cette époque-là. Il faut vraiment regarder tous les détails parce qu'effectivement, on n'a pas une seule sculpture identique à l'autre. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est très très beau. Et ce que j'adore, je me permets, c'est ces sièges qu'on appelle miséricorde, c'est bien ça, oui, où les ça. chanoines pouvaient s'asseoir, puis avec leurs robes, on pensait qu'ils étaient debout. Voilà. C'est Jean de Mauléon, autre évêque de Saint-Bertrand de Comminges, qui donnera à la cathédrale sa physionomie définitive, avec ce chœur de Stahl en bois de chêne sculpté et cet orgue monumental. C'est la pièce maîtresse de cette cathédrale. Ouais. Très, très imposant, très, très bel orgue. On a vraiment un travail extraordinaire au niveau des sculptures sur bois. On est vraiment en Renaissance, donc 16e siècle. Et sa particularité, c'est qu'il soit en angle, c'est assez rare. Oui, c'est rare, c'est même unique en Europe. Comme tu peux le voir, on a une forme assez particulière. Et regarde également tous ces tuyaux. Est-ce que tu as une idée du nombre de tuyaux qu'on peut retrouver ici? Je dirais peut-être au coup d'œil une centaine. Eh bien, il y en a bien plus. On va même dire un peu plus de 2600 en fait. Tout de même. Oui, tout de même. Il est majestueux. Et puis il est toujours joué. Il y a une organiste officielle qui vient, et notamment pour le festival du Comminges, tous les étés ici. Et cet orgue n'est pas la seule curiosité de la cathédrale. Loin des images hiératiques, on trouve sur l'un des piliers de pierre un curieux animal. Sabrina, elle regarde quelque chose de vraiment très original ici. Ah oui, c'est le célèbre crocodile. C'est ça, mais attention, c'est un vrai crocodile, c'est un crocodile du Nil. Il y a aussi beaucoup de légendes par rapport à ce crocodile. Bien sûr, il y a eu des légendes comme quoi il croquait les jeunes filles en passe de se marier. On a même entendu que c'était Bertrand qui l'avait chassé dans la Garonne. Tu peux l'imaginer, toutes ces légendes ont fait le succès de la cathédrale.
En réalité, ce crocodile est plus probablement un ex-voto, une offrande faite par un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques lors de sa halte à la cathédrale. Les basiliques, les églises, les villages, grâce à son métier, Sabrina les connaît tous. Mais dans son comminge d'adoption, ceux qui la bouleversent, ce sont ces hommes et ces femmes qui, au plus près de la nature, perpétuent les traditions. Dans un site exceptionnel au pied des Pyrénées, baigné par le ruisseau de la Gouaou, l'élevage traditionnel de truites d'Émilien Nouals est riche d'une histoire de famille et de passion. À Antignac, Émilien n'est pas un simple éleveur de truites. Il aime plus que tout partager sa passion pour ses poissons, comme aujourd'hui avec des lycéens. Localement, j'écoule facilement mes truites via les ventes directes sur place ou sur les marchés. Ouais. Vous élevez quelle variété là ici dans votre bassin? J'élève les 3 espèces, l'arc-en-ciel, la truite fario et l'homme de fontaine. Allez. C'est cool qu'il y ait plein de jeunes, dis donc, tu es toujours en train de faire de la pédagogie. Et oui, même quand je travaille pas normalement. Ouais, c'est la passion ça. Émilien a repris le flambeau de l'exploitation paternelle et veille sur ses viviers d'élevage de truites. Allez, fais attention de ne pas tomber. On va aller voir les petits alevins là-bas. Est-ce qu'ils sont en bonne santé, ces alevins? Bien sûr, regarde, ils ont beaucoup d'espace, regarde. C'est ici? Ouais, on va avancer un peu plus. C'est bon, là, tu vois, ils se rapprochent tous ici. Parce que notre présence les attire. Ah. Ils pensent qu'on va les nourrir. Ils ont déjà Mais mangé. non, c'est nous qui allons manger. Voilà, ils viennent tous ici. Ils sont nés quand alors? Alors, ils sont nés cet hiver, entre le mois de février et le mois de mars. Et bon, il faut à peu près 10 cm. Et pour atteindre une taille portion, il leur faudra encore 1 an et demi de plus. Quoi. C'est de quelle espèce alors ces alevins là? On a du mal à voir. C'est des arcs-en-ciel. Arc-en-ciel, très bien. Voilà. Moi j'aimerais bien voir une fario, parce que c'est vraiment les typiques voilà, des Pyrénées, de nos cours d'eau. Voilà. Voilà. Tout de suite autochtone. Ouais, tout à fait. Allez. Tu parles bien. C'est toi. parti, on va la voir. De l'œuf à la truite, c'est au cœur d'un somptueux écrin montagneux qu'Émilien prend soin de ses poissons. D'ailleurs, je vais essayer d'en attraper quelques-uns ou quelques-unes. S'ils veulent bien venir. La plus grosse tu prends, hein? Oh là là. Waouh. Et voilà. C'est celle-là qu'on va manger, non? Non, on va la garder. On la garde. Maintenant, je te mets au défi de l'attraper. Ah, je veux vais te bien. montrer comment Allez, elle- j'essaye. Alors, où es-tu, ma belle? Parce que je sais que c'est pas évident à attraper. Voilà. Attends, viens là. Oups! Ça glisse quand même un peu. Voilà. Cette truite peu coopérative, qu'on surnomme la belle mouchetée, est la fario, un poisson très apprécié pour sa chair, qui peut vivre une vingtaine d'années. Là, on voit bien sa belle robe, là, avec les taches, les ronds. Elle peut atteindre 70 cm et arbore une robe plus ou moins foncée selon son habitat, dans les torrents ou les rivières. Mais parole de commun joie, les meilleures truites sont celles que l'on a soi-même pêchées. Un nouveau défi pour Sabrina. Et tu lances comme ça et tu baisses un peu la canne au dernier moment. Très bien. Donc, c'est que je pêche, moi. Hein. C'est pas la première fois que je pêche, quand même. Hein. On a des cours d'eau ici fantastiques pour pêcher. On a une eau de qualité assez exceptionnelle. Regarde, elle arrive. C'est bon. Waouh. Waouh. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais. Allez, Génial. bien joué. Super. Donc là, quoi, 5 minutes de cuisson sur chaque Oui, côté. de chaque côté. Voilà, ça sent bon, là, ça y est. Je suis assez fière de moi, elles sont belles. Hein. En même temps, c'est moi qui les pêchées, donc. Bon, ça va. On n'est pas bien, là? Pas mal, ça. Bah, c'est pour ça qu'on vit ici, en Comminges. Hein. C'est pour des moments comme ça. Hein. C'est génial. Enjôleur Comminges. Au cœur de cet écrin de verdure protégé par la majestueuse chaîne pyrénéenne, tant de merveilles sont à découvrir. Sabrina le sait mieux que personne. Partons avec notre tonique reporter vers une autre curiosité de la région, à seulement quelques kilomètres de là, dans le petit village d'Allan. Ces bâtiments sont ceux de l'ancien hôpital de campagne Notre-Dame de Lorette.
Un édifice isolé en pleine nature qui tombait en décrépitude et qui doit sa renaissance à la ténacité de son propriétaire, que Sabrina connaît bien. Depuis 33 ans, Christophe Ferry, ébéniste, s'active à la restauration du site. Une obstination saluée par tous, et notamment par Sabrina, qui lui a déjà consacré un article. Toujours dans ton atelier, toi. Ah, Sabrina. Je t'apporte des nouvelles, alors pas très fraîches. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait titré les mots bleus pour Laurette, Christophe et ses yeux bleus. Le titre de cet article est un clin d'œil à la chanson et à cet artisan qui a dédié sa vie à la résurrection de ce bâtiment chargé d'histoire. Moi, je ne savais pas qu'il existait des hôpitaux comme ça en pleine campagne. Et en fait, après, j'ai appris qu'un hôpital rural, au XVIIIe siècle, c'était quelque chose d'assez courant. Ce n'était pas un lieu isolé, puisque à l'époque, il y avait 80% des gens qui vivaient à la campagne. Et donc, il y avait beaucoup de petits hôpitaux ruraux. Et celui-ci, l'hôpital Notre-Dame-de-Lorette, était déjà, pour un hôpital rural, il était déjà relativement important. C'est au XVIIIe siècle que l'évêque de Comminges exige que les hommes, mais pas les femmes, puissent être secourus à la campagne, au plus près de leurs habitations. Au fil de l'histoire, l'hôpital Notre-Dame-de-Lorette soignera les blessés de nombreuses guerres. Dans l'esprit de sa tradition hospitalière, il abritera même des familles juives et des résistants. Donc ça, c'est la façade nord de l'hôpital. Hein. C'est ça. Et c'était la ferme de l'hôpital, toute cette aile de bâtiment. Et là, la porte d'entrée du cloître, là où accédaient les malades, voilà, les mendiants, les vagabonds. Exactement. Donc il y a une deuxième porte. C'est ça. Alors là, c'est par ici que on distribuait la nourriture aux mendiants qui venaient ici pour être secourus. On distribuait par cette trappe, par ce trou. C'est ça. Ah d'accord. Voilà, exactement. Par crainte des maladies, c'est ça. Il fallait pas qu'ils rentrent. Dans cet hôpital, les contagieux n'étaient pas admis et ça permettait donc de faire un petit peu une barrière entre les personnes qui venaient et le personnel de l'hôpital. Oui, c'est un détail qui a son importance alors. Oui, tout à fait. Pour prendre la mesure des travaux titanesques effectués par Christophe, il faut entrer dans le cloître et s'imaginer 30 ans en arrière, quand l'hôpital n'était qu'une ruine. On l'appelle le cloître, ici, parce qu'il y a les arcades, il y a un peu l'architecture d'un cloître, mais ce n'est pas un vrai cloître, puisqu'il y a seulement 3 côtés. Ces arcades ont été construites plus tard, au XIXe siècle, et il y avait une fonction utilitaire. De ce côté-là, pour servir d'abri pour le matériel agricole, et de ce côté-là, pour repousser les eaux de pluie, pour que l'humidité n'arrive pas dans la salle des malades. Donc plus une vocation fonctionnelle, bon, pas du tout religieuse, mais en tout cas c'est très joli. Oui. On va aller dans la salle des malades, on va la découvrir. Merci, c'est très très grand. Donc là il y avait les lits, c'est ça C'est ça, voilà, comme ça se faisait à l'époque, c'était une salle commune où il y avait donc les lits comme ça qui étaient disposés de part et d'autre. Combien de lits, combien de malades dans cette salle? Alors ici, il y avait environ une trentaine de malades qui étaient donc disposés de part et d'autre comme ça de la pièce, et il y avait des rideaux qui séparaient les lits. Mais c'est vraiment cette partie où tu as fait peut-être la plus grosse rénovation ici, là, le plancher, la charpente est impressionnante. Cette partie était complètement en ruine, hein, c'est-à-dire que tout était tombé, y compris la toiture qui est au-dessus, et ça a été vraiment un très gros travail puisqu'il restait en fait les murs et la végétation à l'intérieur. Grâce à l'obstination de Christophe, mais aussi à son savoir-faire, l'hôpital Notre-Dame-de-Lorette est en grande forme. Il a retrouvé ses couleurs d'antan et son nouveau propriétaire accueille avec bienveillance tous les curieux qui en poussent la porte. De ceux qui s'activent à la rénovation des sites historiques à ceux qui s'émerveillent devant la beauté des paysages, le désir de partage est chevillé au corps des Commingeois. Et pour Sabrina, la plus belle façon de découvrir sa région reste celle des oiseaux, la voix des airs. Au départ de Super-Bagnères, à 1800 mètres d'altitude, Sabrina et son ami parapentiste Freddy Soutra vous convient à un vertigineux voyage.
Ah, là, c'est parfait, franchement. On a une lumière d'automne, c'est excellent. Hein. On va se régaler. Pas trop la pression? Ben non, mais Non. bon, moi tu sais, j'adore ça, mais Oui. je suis pas non plus une pro. Mais bon, oui. avec toi, C'est ça. ça devrait Bon. aller. C'est bien, tu as déjà volé, donc tu vas changer de site. On va sûrement traverser la vallée pour aller s'appuyer là-bas de l'autre côté du relief pour bénéficier du vent qui remonte là-bas et faire vraiment le grand tour de la vallée aujourd'hui. Écoute, ce sera avec plaisir, hein. J'ai hâte. Eh bien, on se met en selle. Je vais m'équiper. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, et on est parti. Allez, est on met la parti. pêche. Voilà, la voile monte, on reste bien debout. Parfait. Et maintenant, on accélère un peu. Voilà. Ça va? Oui. Superbe. Excellent. Waouh, je suis un Tu oiseau. es bien installé? Ouais, c'est assez impressionnant voilà. quand même. Waouh. Voilà, on a fait le plus dur. Waouh, À nous le grand vol. c'est énorme. Bienvenue dans mon paradis. Hein. Waouh, C'est pas mal. Hein. tu parles d'un paradis. Eh bien, regarde devant Waouh. nous ce qu'on a là. On a le Magnifique. vautour fauve, à peine à 10 mètres. C'est exceptionnel. Magnifique. Ah, on a la chance d'avoir des rapaces Ouais. assez majestueux. Le vautour fauve, l'un des plus grands rapaces de France, assez identifiable à son vol lent, apprécie lui aussi les montagnes pyrénéennes avec ses promontoires rocheux. C'est assez étrange, on a l'impression qu'on est suspendu Exactement. par le ciel ou par les nuages. C'est ça. On fait vraiment comme les oiseaux. Ah, complètement. Il y en a une vue splendide Ouais. sur Luchon, Et sur voilà. la Reine des Pyrénées, la cité thermale. C'est fou, c'est fou. Voilà. Et là, on va toucher petites de nos ambulances. pieds Oui. les sapins. C'est comme ça qu'on cherche les champignons, nous, tu vois. À l'ombre des glaciers pyrénéens, Sabrina et Freddy frôlent la cime des arbres. Qu'il est beau le Comminges. Ah, c'est magnifique. Hein. On est dans un beau pays, oui. En Haute-Garonne, de Toulouse, en passant par le Volvestre et le Comminges, tant de sensations fortes à vivre, tant de paysages authentiques à découvrir. Amoureux d'une nature sauvage et montagneuse, passionnés d'architecture et d'histoire, partez à la rencontre de sites d'exception, mais aussi d'hommes et de femmes qui n'ont pas leur pareil pour les protéger et les partager.